Fin de ce journal, tout de suite décryptage et analyse, on va plus loin. Et on va plus loin avec Patricia Lémonière aujourd'hui à nos côtés. Bonjour Patricia. Et Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Elle se savait attendue au tournant. Liz Truss a livré un discours inégal en clôture du congrès des conservateurs au Royaume-Uni. Son parti plongé en pleine tourmente par les baisses d'impôts massives, mais surtout non financées, dévoilées par la nouvelle chef du gouvernement britannique voilà 10 jours. Depuis son annonce, la livre s'est effondrée. Les investisseurs doutent de sa propre compétence à gérer le pays. Elle maintient le cap. Écoutez. Nous allons alléger le fardeau de nos impôts. Cet été, nous avons eu un débat intense à ce sujet. Mais le Parti conservateur restera toujours le parti des impôts faibles. Baisser les impôts est la bonne chose à faire, sur un plan moral et un plan économique. Moral, parce que l'État ne dépense pas son argent, mais l'argent des citoyens. Économique, parce que si les gens conservent une partie de leur argent, ils feront davantage avec. C'est ce qui génère de la croissance économique. Elle a déjà dû renoncer à la mesure la plus controversée de son projet, Liz Truss, la suppression de la plus haute tranche d'impôt sur le revenu. Elle n'a d'autre choix que de tenir bon, Patricia, si elle veut durer. C'est une femme qui est connue pour son dogmatisme libéral, tout d'abord. Donc, elle n'a pas l'intention de reculer en ce qui concerne sa foi entre un libéralisme dur et déterminé. Et donc là, le seul problème qu'elle a, en fait, aujourd'hui, c'est son parti. Parce que son parti renacle, son parti regarde les sondages, 7 à 13 points d'avance peut-être pour les travailleurs, voire 30 pour certains. Donc, et surtout, certains commencent à comploter dans son dos en disant que, ma foi, il se rapproche du comité des 1922, là, celui qui peut finalement faire et défaire finalement le destin d'un Premier ministre. Ils s'en rapprochent, ils ont commencé à dire que ça n'allait pas, ils sont une petite vingtaine. D'autres se disent, ma foi, on va pouvoir peut-être travailler avec les travaillistes parce que ce n'est pas possible. Si vous voulez, sa politique, effectivement, d'économie, parce qu'il va bien falloir financer tous ces allègements, en fait, en quelque sorte, d'impôts, trouver de l'argent. Et donc, elle veut, son ministre de l'échiquier, enfin, son ministre de l'économie, en quelque sorte, pour nous, eh bien, veut couper, apparemment, dans les budgets de l'école, de la santé, enfin, autant de choses qui fait crier les travaillistes et qui inquiètent les Américains et le FMI. Oui, la chute est spectaculaire. Écoutez une journaliste de Sky News, elle s'appelle Beth Rigby, elle a acquis une certaine notoriété en interviewant justement à l'occasion de ce congrès Liz Truss. Écoutez-la résumer les premiers jours de ce qui s'apparente déjà à un calvaire. Madame la Première ministre, vous êtes au pouvoir depuis 28 jours, mais 10 d'entre eux ont été mis sur pause. En 18 jours donc, vous avez annoncé 45 milliards de livres de baisse d'impôts, sans donner de détails. Vous avez provoqué le rachat en urgence par la Banque d'Angleterre de 65 milliards de livres en obligations. Vous avez laissé les travaillistes maintenir leur avance de 33 points dans les sondages. 1000 offres de prêts immobiliers ont été retirées du marché malgré les prévisions de croissance des taux d'intérêt. Et maintenant, la dame qui ne cède jamais, pour reprendre vos mots, annonce un changement drastique de politique. N'est-ce pas très certainement le pire départ dans l'histoire des premiers ministres ? Voilà, la dame qui ne fait jamais de volte-face, c'était repris à Margaret Thatcher dont elle se vantait en 1980. Ça a bien changé depuis. Pour nous, c'est ravageur un tel réquisitoire. Ah oui, c'est ravageur parce que c'est résumé en quelques secondes et c'est très bien résumé. Donc d'ailleurs, on voit en face Liz Truss qui encaisse, quoi, quand même. D'autant plus que c'est vrai, ça fait un mois qu'elle est au pouvoir, mais là-dessus, il y a eu effectivement les 10 jours de célébration de la mort de la reine. Donc elle n'a pas pu vraiment imprimer sa marque. Et quand elle l'a fait, ça a été un peu catastrophique. La livre sterling a chuté parce qu'effectivement, tous les gens se demandaient comment financer ces allègements d'impôts. Donc, du coup, la dame qui ne cède jamais a dû céder un peu ou au moins temporiser, notamment sur la tranche la plus élevée de l'impôt sur le revenu à 45%, dont elle voulait faire profiter les plus riches. Là, pour le moment, alors, dans son discours devant le congrès du Parti conservateur à Birmingham, elle n'a pas dit qu'elle renonçait, elle a dit qu'elle continuait à croire en la vertu, parce qu'effectivement, c'est une libérale assez dogmatique, qu'elle continuait à croire en la vertu de ces baisses d'impôts, et vous l'avez entendu parler des impôts quand même comme quelque chose de non moral finalement, ce qui pose question quand même quelque Français, part. En tout cas, ça nous semble totalement incongru. Oui, ça nous semble un peu... Voilà, ça se questionne, mais enfin, elle reste
elle essaye, là, ce qu'elle a essayé de faire à Birmingham, c'est de redresser un peu la barre, de rester un peu droit dans ses bottes, et puis effectivement de contenir l'agitation interne qui commence déjà effectivement à gagner le Parti conservateur. Oui, les prochaines élections sont censées se dérouler au plus tard fin 2024, puisque Boris Johnson avait obtenu une très large majorité fin 2019. Le mandat dure 5 ans au Royaume-Uni, le mandat de député. Le Parti conservateur peut-il attendre d'ici là sans tenter finalement un nouveau coup d'État? Vous l'évoquiez à l'instant, Patricia Lemonnier, mais enfin ce serait quand même le deuxième en l'espace d'à peine 3 ans. C'est possible, comme c'est quelqu'un de nouveau. Chaque nouveau Premier ministre a le droit d'être finalement d'avoir une fois un vote de défiance en quelque sorte, convoqué par ce fameux comité. D'autant qu'il y a quelqu'un en embuscade, il ne faut pas l'oublier, outre Boris Johnson qui doit regarder ça d'une façon très intéressante, mais il y a l'ancien ministre, enfin le challenger, Monsieur Sunak, qui lui se frotte les mains un peu, parce que lui avait dit dans sa campagne, quand ils cherchaient tous les deux à gagner, à devenir Premier ministre, il avait dit dans sa campagne, attention, les mesures qu'elle veut faire sur un plan économique, c'est la catastrophe. Moi, j'ai la solution pour la Grande-Bretagne. Vous l'avez accusé de jouer les Cassandres à ce moment-là. Donc, on l'avait accusé, mais là, il se frotte les mains et il est donc en embuscade. Et si c'était finalement le moment de vérité pour le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, Bruno, on va voir maintenant finalement le vrai coup du Brexit. L'économie britannique peut-elle faire sans l'Europe? C'est peut-être ça aussi la question que pose Liz Truss aujourd'hui. Oui, enfin, sauf que Liz Truss, elle pense, comme d'autres conservateurs, que le Brexit était une bonne chose. Alors, une opportunité, elle veut faire Singapour sur la Tamise. Elle n'a pas toujours été sur cette ligne. Mais enfin, là aussi, opportunité politique. Elle a bien évolué. Et donc, maintenant, elle défend un peu comme Boris Johnson l'idée qu'avec ce Brexit, la Grande-Bretagne va redevenir le Global Britain, comme ils disent. Un paradis fiscal, presque. Le Royaume-Uni, non, mais surtout global, tourné vers tout le reste du monde. Alors, il devait y avoir un grand accord commercial avec les États-Unis qu'on ne voit toujours pas venir, avec ce qui fait encore le Commonwealth, mais d'augmenter les échanges économiques avec ces pays, sauf que pour le moment, quand même, la situation économique n'est pas brillante, que l'économie britannique reste quand même fortement dépendante pour près de la moitié de ces échanges avec le continent européen, sauf que maintenant, avec le Brexit, c'est devenu très compliqué, parce qu'il y a les taxes, on prend du retard à Douvres et à Calais, il y a l'histoire du protocole nord-irlandais qui n'est toujours pas réglé. Je vous rappelle que Liz Truss, quand elle était ministre des Affaires étrangères, avait dit que la Grande-Bretagne devait décider unilatéralement de revoir ce protocole sans tenir compte de l'avis de l'Union européenne, ce qui avait provoqué des commentaires très énervés de la part de l'Union européenne. Donc là aussi, pour le moment, elle temporise, mais cette histoire de protocole d'Irlande du Nord, il va revenir sur le devant de la scène. C'était à prévoir après qu'il a décrété l'annexion de 4 régions d'Ukraine, dont celle de Zaporijia. Vladimir Poutine s'attribue aussi désormais la centrale du même nom, la première d'Europe. Un enjeu aussi bien économique qu'en termes de sûreté nucléaire, Patricia. Alors, en termes de sûreté nucléaire, on peut temporiser un peu parce que vous savez que la centrale, pratiquement, elle est totalement à l'arrêt. La température à l'intérieur de la centrale, nous dit-on, a beaucoup baissé. Donc, il suffit, si vous voulez, en quelque sorte, qu'il y ait un peu d'électricité qui maintienne un niveau de température correct. Donc, sur un plan nucléaire pur, la menace est moins forte qu'elle n'a été au moment où il y avait au plus fort de la crise. Donc là, en fait, cette centrale nucléaire représente comme un symbole du pouvoir, j'ai envie de dire, qui s'effrite de Vladimir Poutine. Et c'est une carte là qu'il joue encore en disant « Ah oui, non, attendez, je perds peut-être sur le terrain, mais ça c'est à moi. Et là, c'est pour moi et c'est pour l'Ukraine. » Donc il met quelque chose dans son panier pour demain encore. Et là, on n'est pas sûr qu'effectivement les Ukrainiens ne veulent absolument pas en entendre parler. On a su que très discrètement, ils avaient tenté à plusieurs reprises de passer de l'autre côté de la rivière, parce qu'en somme, grosso modo, il y a la rivière, la centrale, et après les positions ukrainiennes. Ils ont essayé à plusieurs reprises de tenter des passages par la rivière, de débarquer en quelque sorte sur la centrale. Cette carte n'a pas été jouée à fond et ils la gardent, à mon avis, une fois qu'ils auront peut-être réglé l'histoire du Sud de ce qui se passe vers Kherson. Que peut donc faire l'AIEA? Son patron va en urgence à Kiev, Bruno, il veut mettre en place sa fameuse zone de protection autour de la centrale.
Oui, alors l'AIEA reste sur sa position. En même temps, elle est un peu coincée parce que c'est une instance internationale. Donc ça fait des semaines qu'ils disent qu'il faut absolument une zone de protection autour de cette centrale nucléaire qui était donc à la fois encerclée par les soldats russes. Il y avait des soldats russes aussi à l'intérieur et le personnel ukrainien qui continuait un peu sous la contrainte à travailler pour fournir de l'électricité. Il faut rappeler donc que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui fournissait jusqu'à 20% d'électricité, en électricité, jusqu'à 20% de la population ukrainienne. Donc, le patron de l'AIEA, il reste sur sa position, il va à Kiev, mais franchement, on ne voit pas ce qu'il peut faire là, à partir du moment où Vladimir Poutine, effectivement, sort cette carte et décrète que, puisque l'oblast de Zaporijjia est désormais partie de la Russie, eh bien, la centrale nucléaire aussi doit en faire partie. Cela dit, il a quand même éprouvé le besoin de signer un décret spécifique sur l'annexion de la centrale, puisqu'on sait très bien aussi que la fiction de ces annexions fait que les frontières ne sont pas encore totalement délimitées, tout simplement parce que les Russes ne contrôlent pas la totalité de ces territoires. C'est une claque aussi au chef de l'AIEA qui se déplace et qui doit aller après à Moscou. C'est une claque de lui dire vous venez, mais franchement... Oui, c'est-à-dire je pense que Vladimir Poutine savait pertinemment qu'il comptait se rendre à Kiev pour relancer cette proposition. Effectivement, il lui a mis un tacle. Oui, voilà. Et ça intervient, vous l'avez dit, Bruno, alors que la Russie elle-même ne contrôle pas, loin s'en faut, ces régions qu'elle prétend avoir annexées, Patricia, même vers Louhansk à l'est, juste là, entièrement occupé, eh bien, même là, les Russes reculent. Oui, alors, ils essaient de résister un peu plus au sud, ils essaient de monter une contre-offensive, mais on voit bien qu'ils sont en train il y a une déliquescence au sein de l'armée. Le tout, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment un effritement complet, le début d'un effritement de l'armée, ou est-ce qu'ils vont se ressaisir. Pour l'instant, ce qu'on le voit, il y a eu des images qui ont été diffusées aujourd'hui de soldats sur un char, avec un drapeau blanc et qui sortent du char et qui se rendent à des soldats ukrainiens. Moi, j'ai trouvé cette image très forte parce que elle va d'abord circuler sur tous les VPN en Russie. Et donc, au moment où on appelle l'armée russe à se mobiliser, à faire une grande victoire, on voit ces soldats qui se rendent. Et donc, est-ce que cette image-là préfigure une débandade ou est-ce que c'est juste une parenthèse dans un moment de la guerre? C'est trop tôt pour le dire. Il faut dire que Vladimir Poutine lui-même quand même a reconnu un peu en creux que c'était difficile, puisqu'il a dit espérer que ces territoires allaient être stabilisés. Et aujourd'hui, c'est quand même un signe assez intéressant, c'est le patron du comité de la défense de la Douma, un ancien militaire, qui a dit mais enfin ça va, il l'a dit à peu près comme ça texto, il faut arrêter de mentir aux Russes, le peuple russe n'est pas idiot, il sait très bien que notre armée est en train de vivre des moments difficiles, il faut le dire. Alors, façon de mettre en cause le ministère de la Défense, est-ce qu'il est télécommandé par Vladimir Poutine qui, comme ça, s'apprête à désigner en cas de grave difficulté le ministère de la Défense et le ministre de la Défense comme fusible? On ne sait jamais trop. Mais enfin, c'est quand même, dans un système aussi verrouillé que le système russe, assez étonnant qu'un personnage comme ça fasse cette déclaration. Alors, autre élément édifiant qui pourrait d'ailleurs accréditer ce que dit Bruno d'une prochaine réorganisation de l'état-major, Vladimir Poutine décerne le grade de colonel général de l'armée russe au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, pourtant très critique ces derniers jours envers la conduite de la guerre par les Russes. Que cherche à signifier, d'après vous, par ce geste Vladimir Poutine? A-t-il perdu la tête ou bien au contraire sait-il pertinemment que c'est une épine peut-être dans le pied de ses généraux? Ramzan Kadyrov, c'est un fidèle parmi les fidèles. C'est un dur parmi les durs, ça on l'a déjà dit, puisqu'il a... Au point de vouloir enrôler ses propres fils, il l'a dit ces derniers jours. Il a joué l'enrôlement de ses fils mineurs de 14 ans et 16 ans. Il appelle à l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, pour l'instant, on ne sait pas bien. C'est un dur parmi les durs. Alors, c'est très drôle parce que Moscou, vis-à-vis de Kadyrov, joue un double jeu. Quand Kadyrov a appelé à l'usage de l'arme nucléaire, immédiatement après, le porte-parole a dit « Oh, il a dit ça sur le coup de l'émotion ». Et puis après, finalement, Vladimir Poutine le nomme général. Est-ce que c'est pour s'en servir comme carte pour après l'utiliser si besoin est, s'il démissionne certains... Parce que vous savez, le pouvoir russe, en fait, Vladimir Poutine, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des fusibles. Donc, il a besoin de fusibles. Donc, il a Shoigu, le ministre de la Défense, mais Kadyrov pourrait être un jour un fusible. Et pour en faire un vrai fusible valable, il faut lui donner une importance. Donc, ça,
on peut dire que même si Vladimir Poutine semble un peu en mauvaise posture, il garde quand même le contrôle. Et donc ces nominations, moi je regarderais ça avec... circonspection. Oui, enfin, Bruno Darroux. Il garde le contrôle, mais on a l'impression que tout ce qu'il fait ces derniers temps, parce que lui connaît bien sûr... c'est sous pression. La réalité sur le terrain, et que donc du coup, politiquement, à Moscou, il est sous pression notamment de tout le camp ultranationaliste dont fait partie Kadyrov. Donc c'est pour ça aussi qu'il a organisé cette grande cérémonie proclamant l'annexion pour leur donner un peu du grain à moudre. Peut-être sans doute aussi qu'il nomme Kadyrov, quitte effectivement plus tard à en faire un fusible. Donc il contrôle, mais il doit contrôler un peu sur son aile gauche, si j'ose dire, et sur son aile droite. Et on ne sait pas trop de quel côté la balance va pencher. C'est ça qui est un peu inquiétant quand même. Est-ce que pour maintenir son pouvoir à lui, finalement, au Kremlin, à un moment, il va se dire, bah, tant pis, même s'il y a l'arme nucléaire tactique, je donne... Voilà, j'utilise les ultranationalistes, ça me permettra de rester au pouvoir. Ou est-ce qu'il va réussir à maintenir un équilibre précaire? C'est quand même une question assez importante pour les semaines à venir. On a bien vu le chef de la CIA américaine qui dit un homme acculé dos au mur est un homme dangereux. Donc, oui. Il n'y a pas de doute que Vladimir Poutine actuellement, parce que c'est vraiment lui qui est en charge des affaires militaires. Il a repris tout ça apparemment, dit-on. Donc c'est lui ce qui n'est jamais une bonne idée. Ce qui n'est jamais une bonne idée parce que c'est lui qui doit finalement rendre compte à tous ces militaires qu'il met en prison, qu'il arrête, qu'il déplace, etc. Il devra peut-être un jour ou l'autre leur rendre compte. Et il devra aussi rendre compte à tous ces oligarques qu'il fait passer par la fenêtre. Parce qu'il fait passer par la fenêtre certains, ils dérapent, ils tombent, mais il y en a qui ne tombent pas. Donc, il prend des risques. Il prend des risques et c'est pour ça que le responsable américain de la CIA a dit qu'il fallait quand même considérer qu'il pouvait être dangereux. Ouais. Et dangereux veut dire utilisation des armes tactiques, évidemment nucléaires. Et le problème, c'est que l'alternative n'est pas forcément évidente ni réjouissante. Voilà. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Bruno Darroux. C'était On va plus loin. Restez avec nous dans 3 minutes, un nouveau journal dans Paris Direct.